Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le métabolisme acido-base. Cette vidéo est destinée aux étudiants de 5e année de médecine. L'équilibre acido-base est une fonction essentielle de l'organisme. Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel hydrogène d'une solution. On mesure la concentration des ions H+ dans solution pour déterminer son pH. Le pH est égal à moins logarithme de la concentration des ions H+. La concentration des ions H+ de l'organisme, elle est très faible. Elle est de l'ordre de 4 10 puissance moins 5 millimoles ou milliéquivalents par litre. Par rapport à d'autres ions comme le sodium dans le milieu extracellulaire, sa concentration était aux alentours de 140 millimoles par litre. Les entrées d'acide sont prédominantes dans l'organisme. Soit il y a une production métabolique d'acide organique, c'est surtout la production de CO2 qui est la source majeure d'ions H+. Les molécules d'ions H+ proviennent soit d'ionisation d'une molécule d'eau, donc elle se décompose pour donner un OH- et un H+, soit des molécules qu'on appelle les acides organiques qui vont se décomposer, les molécules AH, qui vont se décomposer pour donner un ion H+, et une base conjuguée. L'acide carbonique est l'acide organique le plus important qui va nous donner des ions H+, et des bicarbonates. Les modifications. Certaines molécules les bases par exemple, vont baisser la concentration des ions H+. Toute molécule qui va se combiner avec un ion H+, est appelée une base. Donc, ici, OH- va se lier avec un H+, pour donner une molécule d'eau. D'autres bases, comme l'ammoniac, va se lier avec un ion H+, pour donner l'ion ammonium. La concentration d'une solution, si elle est supérieure à 10 puissance moins 7, dans ce cas, le pH est inférieur à 7 et on parle d'une solution acide. Si par contre la solution a une concentration supérieure à 10 puissance moins 7, on parlera d'un pH alcalin et dans ce cas, la solution est alcaline ou basique. Le pH de l'organisme est aux alentours de 7,40, c'est-à-dire 7,40 plus ou moins 0,02. Les variations peuvent être physiologiques comme elles peuvent être pathologiques. Quand il est inférieur à 7, le pH, il est incompatible avec la vie. On parle d'acidose sévère métabolique. Quand le pH est supérieur à 7,8, on a une alcalose métabolique qui est très sévère et incompatible toujours avec la vie. Les sources de base et d'acide. L'ingestion et la production d'acide sont plus importantes que l'ingestion et la production de base. Donc, il y a automatiquement une nécessité d'excréter ce surplus d'acide produit par l'organisme. La plus importante source de d'ion H+ est la production de CO2. Liée à quoi? Liée au métabolisme aérobie. En effet, le CO2 se combine avec l'eau pour former l'acide carbonique H2CO3 selon l'équation d'Andersen-Hasselbalch. Cette production d'acide carbonique H2CO3, elle se fait à une vitesse très lente, mais elle peut être catalysée par une enzyme qu'on connaît tous, c'est l'anhydrase carbonique. La production d'ion H+ à partir du CO2 et d'eau est la source d'acide la plus importante. Environ 12 500 milliéquivalents d'ions H+ sont produits chaque jour. Si cette quantité d'acide était dissoute dans le volume plasmatique, cela entraînerait vraiment un pH très acide et une concentration d'ions H+ aux alentours de 4000 millimoles. Alors que la concentration n'est que de 4 10 puissance moins 5 millimoles par litre. Donc cette différence d'un facteur de 108. Donc pour avoir cette différence, ça veut dire que le CO2 doit être éliminé de manière importante par voie respiratoire. Ici, on voit que le muscle et le foie. Les acides aminés proviennent des muscles, sont transportés au niveau du foie. Ils sont transformés en urée. L'urée, elle est ensuite excrétée par les reins.
Les reins jouent un rôle important dans l'élimination des déchets comme l'urée et l'ammonium, tout en régulant les niveaux de calcium et de magnésium. Le milieu intracellulaire et extracellulaire, ils font des échanges très importants d'acide et de CO2. Ces échanges d'acide et de CO2 se produisent entre les deux milieux. Ils vont participer à créer un équilibre acido-base. C'est grâce à quoi? Grâce aux tampons, comme les bicarbonates et les protéines, qui aident donc à stabiliser le pH. L'entrée d'acide, la source la plus importante, donc, est la production de CO2 liée au métabolisme aérobie. L'entrée de base, les apports alimentaires et métaboliques en base sont limités. Donc, l'essentiel de l'équilibre acide-base va donc reposer sur l'élimination de l'excès d'acide. Et pour éliminer l'excès d'acide, on va se servir du poumon pour éliminer le CO2 avant qu'il soit transformé en ion H+. L'adaptation de l'organisme au changement du pH dépend de 3 mécanismes. Il existe donc une chronologie dans la mise en œuvre de ces mécanismes d'adaptation. Les mécanismes les plus importants, le premier mécanisme qui intervient, la première ligne de défense, c'est le système tampon. Les systèmes tampons, ils ne vont pas diminuer la concentration, mais ils vont limiter les variations importantes du pH. Le deuxième mécanisme rapide qui va être mis en cause, c'est la ventilation. L'augmentation de la ventilation va prendre en charge près de 75% des perturbations de l'équilibre acide-base. Ils vont éliminer le CO2. Les reins sont beaucoup plus lents à intervenir. Ils prennent en charge toutes les perturbations résiduelles du pH qui n'ont pas été prises en charge par le poumon. L'adaptation de l'organisme donc le changement de pH dépend de 3 mécanismes. On va en reparler doucement. Les systèmes tampons. Le système tampon, ils vont diminuer le changement des pH, ils vont diminuer l'amplitude de changement du pH. La plupart des systèmes tampons sont extra- ou intracellulaires. Les tampons intracellulaires comprennent les protéines, les ions phosphate HPO4 2- et l'hémoglobine. Le système bicarbonate acide carbonique est le système tampon extracellulaire le plus important de l'organisme. C'est le système ouvert, c'est-à-dire que le corps il va avoir un pouvoir très important de varier la ventilation. Donc, il peut changer facilement le pH grâce au système de ventilation. La concentration d'ion bicarbonate étant de 24 millimoles et le plasma concentration d'ion H+, étant de 4 10 puissance moins 5, ça veut dire que la fixation des ions H+, a été faite de manière très efficace. C'est grâce à l'hémoglobine qui va expliquer ces différences. C'est l'hémoglobine qui va fixer les ions H+, et libérer les ions HCO3-. Si le CO2 augmente, la réaction d'Andersen-Hasselbalch se déplace vers la droite. Le taux d'ion H+ et de bicarbonate va augmenter. Il n'y a pas de mise en jeu particulière à ce moment-là du système tampon, car il n'y a pas de fixation des ions H+ et pas de formation d'acide carbonique. À l'équilibre, une partie des ions H+ qui ont été ajoutés, donc après avoir ajouté des ions H+, on va y avoir les ions bicarbonate vont tamponner. Si on ajoute les ions H+ dans le secteur plasmatique, les ions bicarbonate plasmatiques vont tamponner les ions H+, et l'équation se déplacera vers la gauche. Quand elle se déplace vers la gauche, normalement, on devrait avoir une augmentation du CO2. Mais à l'équilibre, une partie des ions H+ ajoutés a été tamponnée. Et là, la quantité d'ion H+, elle est modérément élevée, n'est pas très élevée. Et la quantité de bicarbonate a automatiquement baissé. Et le CO2 et l'eau vont être augmentés.
Mais dans ce cas, l'augmentation de CO2 n'a cependant pas lieu car il y a une réponse quasi instantanée de la ventilation pour essayer de diminuer ce CO2 dans le sang. Tout changement de la ventilation va modifier l'équilibre acido-base. La ventilation va pouvoir ajuster le pH par l'intermédiaire de deux stimuli, la concentration d'ion H+, et la PCO2. La stimulation de la PCO2. Quand la PCO2 est élevée, cette stimulation chémosensible va permettre de répondre, va stimuler les chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs centraux sont stimulés donc par une augmentation de la PCO2. Et les chémorécepteurs aortiques carotidiens périphériques sont stimulés par une concentration d'ion H+. Si elle est élevée, ils vont être stimulés. Quand ils sont stimulés, ils vont avoir une action, informer les centres respiratoires du tronc cérébral et ce centre respiratoire va augmenter la ventilation. La ventilation va augmenter, va essayer d'éliminer le CO2 et donc on aura une baisse de la PCO2 et cette baisse de la CO2 va nous aider bien sûr à baisser la concentration d'ion H+, et donc à augmenter le pH. Le rein joue un rôle essentiel en tant que troisième ligne de défense. Son action est plus lente. Il réabsorbe les ions bicarbonate filtrés par le glomérule à une concentration de 80 à 85% dans le tube proximal. Et les 10 à 15% restants vont être réabsorbés au niveau de l'anse de Henle. Cette réabsorption elle est facilitée par une sécrétion active d'ion H+ dans le milieu urinaire. Donc, le tube collecteur, il intervient aussi dans le métabolisme par l'élimination de l'acidité titrable, le H2PO4 et par l'élimination de l'ion ammonium, le NH4+. L'ammonium, il a une capacité d'excrétion d'une quantité importante d'ion H+ dans l'organisme. Les ions H+ sont sécrétés dans la lumière tubulaire en utilisant un transport actif, direct et indirect. Les ions H+ sont excrétés dans la lumière tubulaire, ils vont se combiner à un ion HPO4 qui a été filtré et pour former ion H2PO4-. Les ions NH4+, qui préviennent de la combinaison des acides aminés avec un ion H+, vont être aussi éliminés dans le milieu urinaire. De l'autre côté, les ions bicarbonate sont réabsorbés au niveau du milieu interstitiel et du capillaire péritubulaire, ce qui va essayer d'augmenter le pH. Ça, c'est dans la situation d'acidose, bien sûr, métabolique. Le trou anionique, l'analyse du trou anionique plasmatique, elle est très importante. Elle est dure. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous servir à détecter s'il y a une accumulation d'autres acides organiques autres que le HCl et l'acide carbonique qui sont normalement produits par l'organisme. Donc, si on calcule le trou anionique urinaire, on va voir, il va nous aider à quoi? À évaluer l'excrétion uniaire d'ammoniac, de NH4+. Si le rein élimine le NH4+, ou s'il n'élimine pas, on va voir la différence entre les deux situations. Donc, si le rein élimine le surplus d'ion H+, ou le NH4+, ça veut dire que le rein, il est tout à fait normal, il s'adapte à une situation d'acidose métabolique. Ici, on voit que dans l'organisme, normalement, il y a une électroneutralité entre les anions et les cations. Mais en général, dans le plasma, les anions indosés, qu'on ne peut pas doser, sont plus importantes légèrement que les cations indosés. Donc, le trou anionique plasmatique est calculé par la somme des cations moins la somme des anions. Il devrait être aux alentours de 12 plus ou moins 4 millimoles par litre. Si on prend la formule la deuxième, parce que le potassium, il a une concentration de 3 à 5 millimoles par litre dans le plasma,
elle est une concentration qui n'est pas significative. Donc, s'il est normalement entre 8 et 16 millimoles par litre. S'il est élevé, il est supérieur à 16 millimoles par litre. Donc, dans l'acidose métabolique, les symptômes cliniques, c'est quoi d'une acidose métabolique? Puisqu'il y a un rôle de la ventilation qui va essayer d'éliminer les ions H+, on devrait avoir une hyperventilation, une dyspnée ample et profonde de Kussmaul, une obnubilation ou coma peut survenir ou un collapsus cardiovasculaire dans les cas sévères. Donc, dans l'acidose métabolique, il faut d'abord essayer de déterminer la cause. La première étape est d'évaluer le trou anionique plasmatique. Soit il est supérieur à 16, il est élevé, soit il est normal, donc entre 8 et 16 millimoles. L'acidose métabolique, donc, quelle qu'en soit la cause, soit par un diabète décompensé ou la gestion de substances exogènes ou la perte digestive de bicarbonate, elle se traduit par une baisse du pH et des ions bicarbonate. La compensation est une réponse ventilatoire quasi immédiate. La réponse rénale est plus tardive. La réponse rénale est plus tardive parce qu'il y aura une excrétion donc automatiquement d'ions H+, et une réabsorption d'ions bicarbonate. L'acidose métabolique à trou anionique plasmatique élevé, elle survient quand les entrées d'ions H+, sont plus importantes que les capacités d'excrétion des ions H+. Donc on a dit l'acidose lactique, l'acidose cétose du diabète, l'ingestion de substances exogènes riches en ions H+, ou la perte de bicarbonate. Même l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, où il y a une baisse de l'élimination des ions H+, peut être aussi une cause. Dans ce cas-là, on aura le sodium il est normal, le chlore il est normal, les bicarbs sont bas. Et on a les anions indosés, l'acide lactique, l'acide cétonique qui sont élevés. Donc, ça veut dire qu'il y a une addition d'un autre acide que l'acide chlorhydrique et une baisse des bicarbonates. Voilà ce que ça veut dire une acidose métabolique à trou anionique plasmatique élevé. L'acidose métabolique à trou anionique plasmatique normal, c'est surtout les pertes digestives de bicarbonate, telles que les diarrhées, les urétérosigmoïdostomies, les dérivations iléales, les fistules biliaires et pancréatiques. Là, on a une perte importante de bicarbonate par voie digestive. On doit calculer le trou anionique urinaire. Puisqu'on a une perte des bicarbonates qui sont aux alentours de 4 millimoles, le corps va réagir par une augmentation proportionnelle du chlore pour essayer d'équilibrer le trou anionique. Donc, on aura le chlorémie qui est élevé. C'est pour ça qu'on parle d'acidose hyperchlorémique. Dans ce cas, on va calculer le trou anionique urinaire. Le trou anionique urinaire, on n'a pas mis les bicarbs parce qu'ils sont basses. Le trou anionique urinaire, on a deux situations. Si le trou anionique urinaire est négatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élimination de chlore. Ça veut dire que le chlorure est élevé. Ça veut dire que c'est une situation de réponse rénale normale à une situation d'acidose métabolique. Puisqu'on a dit que le corps va répondre par une fabrication de chlore proportionnelle à la perte du bicarbonate. Donc, cette hyperchlorémie sera suivie par une hyperchlorurie. Donc, on aura un trou anionique urinaire qui est négatif. Et dans ce cas, l'urin il est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il va essayer d'éliminer la charge acide d'ion H+, par l'élimination du NH4 ou l'ammonium. Donc, le trou anionique, il est négatif. Si le trou anionique il est positif, dans ce cas, le rein n'est pas normal. Il ne peut pas éliminer la charge acide sous forme de NH4+, et on parle d'acidose tubulaire rénale, d'origine rénale. C'est ce qu'on appelle les tubulopathies proximales ou les tubulopathies distales qui vont entraîner soit une diminution de la sécrétion des ions H+, ou bien une diminution de la réabsorption du bicarbonate. Le traitement de l'acidose métabolique, bien sûr, il faut toujours traiter la cause. Parfois, on peut faire un traitement symptomatique. On alcalinise le plasma par l'ingestion de bicarbonate ou la perfusion du bicarbonate de sodium en intraveineux.
Mais quand on a une acidose métabolique sévère, le traitement le plus important est l'épuration extrarénale par hémodialyse. On peut utiliser le traitement oral Péros bicarbonate de sodium dans les cas d'acidose métabolique chronique modérée, comme les tubulopathies rénales, où les enfants sont traités par du bicarbonate de soude en comprimé. L'alcalose métabolique, elle peut être due à des médicaments ou à des vomissements importants incoercibles. Elle se traduit par quoi? Par une augmentation du pH et des ions bicarbonate, c'est ce qui la différencie de l'acidose métabolique. La compensation est une réponse ventilatoire, une hypoventilation quasi immédiate. La réponse rénale est plus tardive. La réponse rénale se fait par une excrétion d'ions bicarbonate et une réabsorption des ions H+. La réabsorption des bicarbonates, comment elle se fait? Les ions bicarbonates sont majoritairement réabsorbés au niveau du tube proximal. Et les ions H+ sont également excrétés au niveau du tube proximal. On voit ici que le bicarbonate qui a été filtré va être réabsorbé au niveau de la cellule tubulaire après avoir été transformé en CO2 par l'anhydrase carbonique. Donc le CO2 il entre dans la cellule, l'anhydrase carbonique va le redécomposer en bicarbonate. Le bicarbonate va être réabsorbé sur la face basolatérale avec la réabsorption des ions Na+. Donc il y aura la réabsorption du bicarbonate et de sodium au niveau interstitiel, puis au niveau des capillaires péritubulaires. La deuxième phase de réabsorption, c'est l'ammonium qui est produit après la transformation du NH3 ou des acides aminés avec un ion H+. Le NH4+, il va être éliminé ou excrété dans le milieu urinaire et le NH4+ va être donc éliminé contre l'entrée d'un ion Na+. Donc, on aura l'excrétion des ions NH4+ dans le milieu urinaire. En même temps, on a toujours une réabsorption des ions bicarbonate associée à une réabsorption du sodium dans le milieu des capillaires péritubulaires. Le contrôle de l'excrétion acide. Au niveau des canaux collecteurs corticaux, des tubes connecteurs, corticaux, il existe c'est au niveau du tube distal, bien sûr du néphron, il existe des cellules très spécialisées qu'on appelle les cellules intercalaires. Ces cellules intercalaires sont très riches en anhydrase carbonique et elles comportent des H+ atépases ou bien des atépases échangeuses H+ potassium. Donc soit atépase H+ potassium, soit atépase H+ seulement. Les bicarbonates sont mobilisés par des cotransporteurs à CO3-. Les cellules, on voit ici, regardez, l'ion H+ est réabsorbé par l'atépase H+, alors que les ions H+ peut être aussi réabsorbé par le H+, K+ atépase. Les bicarbonates sont réabsorbés du côté basolatéral au niveau interstitiel. Elles agissent comme un tampon contre les ions H+ très concentrés dans le milieu interstitiel et vont être aussi réabsorbés dans le milieu des capillaires péritubulaires. Dans ces situations, on est en situation d'acidose métabolique. Les cellules de type A, on a dit, elles interviennent en cas d'acidose métabolique, alors que les cellules de type B sont activées en cas d'alcalose métabolique. En cas d'alcalose métabolique, c'est le contraire qui se passe. Les bicarbonates sont excrétés dans le milieu urinaire contre une entrée des ions chlore et le potassium aussi il est excrété et les ions H+ sont réabsorbés sur la face contralatérale dans le milieu interstitiel grâce à cette H+ atépase et grâce à la H+ potassium atépase. Donc, il y aura une entrée des ions H+ dans le milieu interstitiel pour essayer d'augmenter le pH.
pour essayer de baisser, d'augmenter la concentration des ions H+, pour essayer de baisser le pH dans la situation d'alcalose métabolique. Donc, voilà, le traitement, on a dit il faut traiter la cause, il faut essayer de corriger les troubles hydroélectrolytiques, acidifier l'urine par l'adjonction d'un acide dilué par voie intraveineuse. On peut utiliser aussi quelquefois le Diamox. L'acidose respiratoire est une diminution de la ventilation, hypoventilation alvéolaire avec accumulation de CO2 qui est due soit à une dépression respiratoire médicamenteuse ou toxique, ou bien une maladie respiratoire chronique ou neuromusculaire qui va diminuer la capacité de respiration du muscle respiratoire. Elle se traduit par une baisse du pH et une augmentation des bicarbonates. La compensation rénale, elle est par une excrétion des ions H+, et une réabsorption des ions bicarbonate. L'alcalose respiratoire est une augmentation de la ventilation avec diminution du CO2. Elle peut être due à une maladie respiratoire aiguë ou chronique, ou bien une anomalie du transport de l'oxygène, ou bien une exposition à une altitude élevée. C'est ce qui arrive quand on monte au sommet du montagne, on n'a pas beaucoup d'oxygène, donc on est en situation d'hyperventilation. Elle se traduit donc par une augmentation du pH et par une baisse des bicarbonates. La compensation est rénale par une réabsorption des ions H+, et automatiquement une excrétion des ions bicar. La compensation est la seule possible dans ce cas. La seule possible parce que le poumon ne peut pas répondre. La réabsorption au niveau du tube proximal se fait par une sécrétion. Comment il va répondre le rein? Une excrétion accrue de bicarbonate, donc moins de réabsorption au niveau du tube proximal et une sécrétion importante au niveau du tube distal. En plus de ça, il y aura une réabsorption des ions H+, dans la partie distale du néphron. Lorsqu'il existe une accumulation d'ions H+ ou d'ions OH-, il y aura une déviation de la valeur du pH en dehors des valeurs normales de 7,38 à 7,42. Ces perturbations peuvent être soit une acidose, soit une alcalose, et on peut les caractériser par leur cause primaire, soit elle est respiratoire, soit elle est métabolique. La nature respiratoire provient d'une modification de la ventilation alvéolaire, soit une soit une hyperventilation. La nature métabolique provient d'une accumulation excessive d'acide ou bien de base, sans lien avec la ventilation quant à l'origine. Ça veut dire que c'est l'accumulation externe métabolique qui est la cause. Lorsque les capacités tampons de l'organisme sont dépassées, il ne reste que la compensation respiratoire ou métabolique qui vont être mises en jeu. Ici, on voit que l'acidose métabolique, on aura une augmentation des concentrations, l'acidose respiratoire, on aura une augmentation des concentrations d'ions H+ et d'ions bicarbonate, le pH va baisser. Et comme on est devant une situation d'hypoventilation, la PCO2 est élevée. Dans l'alcalose respiratoire, c'est le contraire. On est devant une situation d'hyperventilation, donc la PCO2 elle est basse, mais le contraire donc se passe et le pH va augmenter, donc parce que les ions H+ et les bicars sont abaissés. Dans l'acidose métabolique, les ions H+ sont élevés, le pH est bas, les bicars sont abaissés. C'est la définition de l'acidose métabolique. Normalement, on devrait avoir une augmentation de la PCO2. Mais comme il y a une réponse quasi instantanée du poumon, il va essayer de normaliser ou d'abaisser la PCO2. La même chose, le contraire, se passe dans l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, il y a pas trop peu de ions H+, et beaucoup de bicarbonate. Donc, on est dans l'alcalose métabolique,
le pH va s'élever. Normalement, on devrait avoir une baisse de la PCO2. Et comme il y a une réponse respiratoire quasi immédiate, elle va limiter le changement de la PCO2, elle va essayer de la normaliser ou de l'élever. Et je vous remercie pour votre attention.